Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Éducation pour tous. Aujourd'hui, nous sommes avec le secrétaire général de Young Men Action for Education. Il s'agit de Serge Bondeli. Vous le connaissez souvent avec le slogan École Eza Mombongote. C'est avec lui que nous allons parler de l'éducation pour le bien-être de la jeunesse congolaise. Monsieur Serge Bondeli, bonjour. Bonjour, Madame Sylvie. Comment allez-vous? Oui, ça va. Et la santé des Imaïe? Oui, l'Imaïe se porte mieux. Toujours au four et au moulin, face aux défis à relever, le défi d'opérationnalité, avec beaucoup de plaidoyers en cours ou des projets en cours d'exécution. Sinon, on est là. Et École Eza Mombongote, les gens semblent un peu ne plus encore écouter ce fameux slogan École Eza Mombongote par certaines personnes. Quand on parle de Young Men Action for Education, certaines personnes se posent des questions. C'est quoi encore? Or, c'est Imaye, l'École Eza Mombongote. Oui, effectivement, puisque par cette dénomination, par ces concepts, École Eza Mombongote, nous avons touché principalement le ménage, car dans chaque ménage, on trouve quand même des enfants qui vont à l'école et lequel confronté à des problèmes d'accès, avec notamment des cas de frais de scolarité. Et puisque la campagne rencontre effectivement cette problématique-là, c'est ce qui justifie cette suprématie, si je peux me permettre le terme, de la dénomination École Eza Mombongote à la dénomination réelle de la structure qui est Young Men Action for Education. Et c'est tout à fait, c'est une évidence, et personnellement je le vois même lorsque on rencontre de temps en temps des autorités. Il est très rare de m'appeler par mon nom, et c'est plutôt des gens qui m'appellent par École Eza Mombongote. Bon, c'est aussi un objet de fierté lorsque vous mettez en place un concept et que ça passe. Ça montre que, avec vous, surtout les médias, que le travail a été fait et doit continuer à s'exercer. Ok. Une journée a été une journée de sensibilisation et de mobilisation sur l'enseignement à distance a été organisée par Imaye en date du 16 octobre 2020. Quel a été l'objectif de cette journée, Monsieur Serge? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, le 16 octobre, nous avons réuni les différentes parties prenantes du secteur de l'éducation dans notre pays. Vous avez l'État, vous avez l'État représenté par ses différents organes du sous-secteur de l'EPST qui sont intéressés par cette thématique. Vous avez le partenaire sociaux, notamment les syndicalistes, les ONG et puis le PTF, y compris même la MONUSCO pour le compte des Nations Unies, et puis d'autres, le média également, parce que même Canal Kin était représenté au cours de cette journée. Et il était question pour nous de parler de l'enseignement à distance. Et en parlant de l'enseignement à distance, il nous fallait analyser 5 aspects des choses. Le premier, il fallait donc évaluer les progrès dans l'introduction de l'enseignement à distance en République démocratique du Congo. Quelles sont les choses qui ont été faites dans le cadre de cette forme d'enseignement? Il fallait identifier également les faiblesses de l'enseignement à distance qui avait presque pris vogue pendant la période du confinement dû à la pandémie à Covid-19. Il fallait également partager et renseigner le travail du gouvernement et d'autres parties prenantes concernant l'enseignement à distance. Qu'est-ce qui a été fait? Qui a déjà fait quelque chose par rapport à l'enseignement à distance? Comment ils l'ont fait? Quelles ont été les méthodologies employées? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et il fallait aussi que le participant reconnaisse le bien fondé de l'enseignement à distance, et au-delà du bien fondé, la nécessité d'introduire cette forme d'enseignement au sein de notre système éducatif pour des raisons diverses qu'on aura peut-être le temps d'avancer. Et en dernier lieu, il fallait formuler les recommandations
pour que la promotion de l'enseignement à distance puisse prendre corps au sein de notre système éducatif. Et je pense qu'ils doivent motiver à ce projet parce que le ministère de l'EPST, pendant un confinement, il a eu à mettre cela sur le marché pour les enfants, mais ça n'a pas marché. Et vous aussi, vous avez... dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé comme ça? Oui, déjà, nous sommes un partenaire éducatif du gouvernement. Nous accompagnons le gouvernement, même si parfois c'est à couteau tiré, surtout à ce qui concerne l'école des hommes en Mongoté. Nous accompagnons le gouvernement lorsqu'il nous associe, parce que nous sommes partenaires éducatifs dans la préparation, la défense et la mise en œuvre de certaines politiques éducatives. Et nous sommes une ONG spécialisée sur les questions de l'éducation, ainsi que des jeunes. Mais par rapport aux questions de l'éducation est un droit. Les États sont astreints, sont obligés d'exercer, de faire exercer ce droit, de permettre aux citoyens d'accéder, c'est ce que je voulais dire, d'accéder à ce droit. Mais étant organisation spécialisée sur les questions de l'éducation, nous avons fait des analyses. Est-ce que l'enseignement à distance est consacré en République démocratique du Congo? Oui, par l'analyse documentaire. La loi cadre qui organise l'enseignement depuis 2014. L'enseignement à distance fait partie des options fondamentales de notre système éducatif. Mais curieusement, à part quelques initiatives privées, notamment de certains partenaires techniques et financiers, et puis de certaines universités qui œuvrent dans l'espace francophone notamment, mais dans la globalité, depuis 2014, il fallait reconnaître qu'il n'y a pas eu suffisamment d'efforts allant dans ce sens. Et lorsqu'il y a eu la Covid-19, et entraîné les mesures qu'il fallait prendre dans le cadre de la santé publique, les écoles étaient fermées. Mais les écoles fermées, il fallait aussi respecter le droit à l'éducation des enfants. Donc, nous avons fait une approche, une analyse partant de l'approche de l'éducation en situation d'urgence. Et nous avons donc, à travers cette journée de sensibilisation et de mobilisation, travailler pour démontrer aux participants qui étaient présents et surtout à l'État congolais, parce que c'est lui qui est le pouvoir organisateur, que le système éducatif congolais a de sérieux problèmes en cas de situation d'urgence, en cas de catastrophe ou en zone de conflit. Je peux vous donner des éléments. Lorsque nous parlons en situation, en cas de catastrophe, il y a catastrophe lorsqu'il y a inondation. Il y a par exemple à Kalemi une école, l'école du lac, où une ou deux salles, je ne sais pas combien, à un certain moment étaient obligées de fermer, de ne plus recevoir les enfants parce qu'il y a eu inondation. Donc en ce moment-là, les enfants se sont vus en état de rupture des apprentissages. Nous sommes à Kinshasa, dans la commune de Bundu, il y a au moins 2 écoles où la pluie diluvienne a emporté les toitures. Et ces écoles, les enfants sont obligés, à partir de 10 heures, lorsque le soleil brille, d'arrêter les apprentissages. Vous voyez, alors qu'ils sont à l'école pour apprendre. Vous avez vu l'année passée, notamment à Aoucha, les enfants n'ont pas pu présenter leur test du TENAFEP parce que à cause des conflits tribaux. Beni, n'en parlons pas. Maïndombe, lorsque il y a risque de noyade. Donc, ce sont là les cas, et il y a, puisque nous sommes à Kinshasa, il y a quand même un cas important. Quand il pleut, à Kinshasa, les câbles électriques sont presque dénudés et vus au-dessus de tout le monde. Tout parent, lorsqu'il pleut, va se réserver le droit d'envoyer ses enfants à l'école pour les risques d'électrocution. Entre-temps, le calendrier n'attend pas la pluie, le calendrier scolaire. Donc, il fallait démontrer aux participants qu'il arrive de ces situations où aller à l'école représente un danger contre la vie de l'enfant. Or, comment faire pour que, même si aller à l'école représente à ce moment-là un danger contre son intégrité physique, pour qu'au même moment, cet enfant accède
à son droit qui est les apprentissages, l'éducation. Et la démonstration qu'on a fait, c'est celle de l'éducation ou l'enseignement à distance. Vous avez, il n'y a pas que les cas de catastrophes, il y a des cas de situations d'urgence. Par exemple, un enfant qui connaît un accident de circulation routière, qui se voit être amputé d'une jambe, qui entraîne l'invalidité partielle ou impartielle, mais pendant un temps. Comment faire pour que cet enfant, bien qu'il est à l'hôpital, puisse accéder à ses exercices, puisse accéder à ses devoirs, puisse accéder à ses notes, puisse accéder à ses leçons? C'est l'enseignement à distance. Il y a des cas où la famille peut être mutée d'une province à une autre. Comment permettre à l'enfant de rester connecté avec sa salle de classe en attendant que la famille puisse lui trouver une école? Et il y a la troisième et la dernière cas de figure, ce sont des zones en conflit. L'Organisation des Nations Unies impose aux États l'obligation d'exercer ou de faire accéder les populations à l'éducation à distance, même dans des zones de conflit. Et la solution, il fallait démontrer, et c'est ce que nous avons fait, et les participants ont compris qu'il est temps pour notre pays, bien que suffisamment en retard, la loi l'a consacré en 2014, le confinement est venu, il y a de faiblesses. Il y a de faiblesses, nous avons relevé ces faiblesses, mais il était nécessaire que le système éducatif puisse activer cette forme d'enseignement pour aider aussi le système à avancer. Permettez-moi une minute. Pour aider le système à avancer, aujourd'hui nous sommes dans le monde numérique. L'enseignement à distance peut aussi permettre aux enseignants, en ressourçant les contenus, c'est-à-dire la préparation des leçons, peuvent aussi, à côté du présentiel, peuvent aussi être numérisées. Et quand ces leçons sont numérisées, les enseignants peuvent aussi le numériser sous forme de tutoriel. Quand on parle d'un moteur asynchrone, que les enfants voient ce que c'est un moteur asynchrone, au cas où l'école ne dispose pas, mais même en images animées. Voilà un peu le sens, le bien fondé de cette démarche, de ces plaidoyers que nous avons lancés. Mais il y a, là je suis contente parce que vous reconnaissez qu'il y a eu des faiblesses pendant ce que le ministre de l'EPST a pu lancer. Mais il y a des enseignants qui déplorent ces systèmes, qui disent que non, dans la pédagogie, c'est mieux que l'enfant soit dans la salle des classes. Et ils sont un peu contre cette... Exactement. L'enseignement à distance ne peut en aucun cas remplacer le présentiel parce que dans le présentiel, la formation est intégrale. Et c'est tous les 5 sens de l'enfant qui sont mis en contribution pour que la formation soit vraiment intégrale. Mais ici, nous sommes dans une situation donnée. Comment permettre à l'enfant, face à telle situation, de continuer avec les apprentissages? Donc, les gens doivent s'apaiser. La solution à l'enseignement à distance, vient compléter. Il ne vient pas on ne peut pas. Nous sommes défenseurs de l'éducation. On ne peut pas admettre que l'enseignement à distance vienne abolir le présentiel. Non, mais ça vient plutôt compléter. C'est un ajout pour consolider le système éducatif. Et dans l'enseignement à distance, l'enfant a la possibilité aussi de revenir sur ses notes autant de fois qu'il le souhaite. Permet aussi à l'enseignant, il y a beaucoup d'innovations qui doivent être apportées. Ce sont des éléments d'analyse que Yimaye a fait. Un enfant, un enseignant qui fait recours aussi à l'enseignement à distance est aussi en train de promouvoir ses recherches, est aussi en train de conserver ses recherches, le droit d'auteur. Comment est la vie des enseignants en République démocratique du Congo? Cette ouverture dans le monde entier permettre aussi aux enseignants d'être connectés dans le monde entier, et c'est aussi des aspects importants que l'enseignement à distance peut apporter à notre système éducatif. Cette situation économique maigre en RDC, pensez-vous que ce projet va réussir? Nous sommes au Congo, c'est ce qui est évident. En étant au Congo, on ne peut pas réfléchir. J'emprunte même la phrase du secrétaire permanent d'ISPAS qui m'a reçu hier lorsque je lui présentais les rapports.
qu'en étant au Congo, on ne peut pas réfléchir comme si on était aux États-Unis, ni moins en Europe. Nous sommes au Congo, en Afrique. Ça, c'est un fait normal. Et lorsqu'il y a eu même confinement, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre la classe télévisée. Mais nous étions parmi les rares des personnes qui ont soutenu la classe télévisée avec ses failles. Parce que la Covid a permis à ce que les systèmes éducatifs soient mis à nu en ce qui concerne l'enseignement à distance. C'est une option fondamentale déjà prévue par les législateurs. Le gouvernement avait pris du retard, mais nous devons aller très loin. Le problème qui se pose, notamment les problèmes d'énergie électrique, ce sont des problèmes de gouvernance de la République démocratique du Congo qui dépassent les frontières du ministère de l'EPST, qui dépassent de loin les frontières ou les limites ou les compétences des ministères du secteur de l'éducation, SU, EPST, formation professionnelle et affaires sociales. Donc c'est un problème, le taux d'accès à l'énergie électrique, c'est un problème national. Mais est-ce que, puisqu'il y a des problèmes au niveau national, que le système éducatif ne doit pas se développer? Non. Au contraire, en choisissant ces options, en activant ces options, ça va aussi pousser le gouvernement, du point de vue général, à se retrouver face à des défis. Et lorsqu'il y a cette action coordonnée des défis, ça permet à ce que la machine se démarre. Et quand la machine se démarre, il y a un travail qui est accompli, un travail qui produira un résultat après un temps en sommation avec une énergie donnée. Monsieur Serge, j'allais vous poser, quel est le résultat attendu après cette journée, même le projet que vous avez lancé? Oui, d'abord, après, il a fallu qu'on augmente ce qu'on dit la masse critique des acteurs engagés dans la promotion de l'enseignement à distance, le syndicaliste, parce que beaucoup de gens avaient une autre lecture par rapport à cela, mais après des démonstrations qui ont été faites, les échanges qui étaient aussi houleux. En fin de compte, tous, nous avions réalisé la nécessité d'activer l'enseignement à distance en République démocratique du Congo. Et il s'est tenu, il faut le souligner, c'était pour la première fois en République démocratique du Congo que les gens se mettent ensemble, réunissant toutes les parties prenantes, bien que dans un cadre et format réduit, parler sur l'enseignement à distance. Vous voyez? Et il fallait que le gouvernement puisse prendre des mesures. Et nous sommes le plus heureux parce que depuis le 10 novembre, le ministère a publié une note circulaire demandant aux écoles de mettre en œuvre l'enseignement à distance. Parce que, Madame Sylvie, il ne faut pas oublier, souvent les enfants, nous plaidons pour les enfants, et la plupart, lorsqu'ils arrivent à l'étranger, peut-être les ceux qui sont issus de zones urbaines sont déjà habitués au numérique, pour la plupart. Mais ceux qui viennent de milieux ruraux, c'est presque une catastrophe lorsqu'ils se retrouvent à l'étranger. Déjà à partir de Kinshasa, les inscriptions dans les universités étrangères se font en ligne. Vous voyez, lorsqu'ils se retrouvent à l'étranger, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne. Donc déjà nos enfants, ils précipitent dans des cybercafés pour trouver des assistants. Vous avez les cas typiques du programme DV Lottery américain, qu'on peut personnellement remplir les formulaires avec son ordinateur, mais puisqu'il y a ce déphasage de l'éducation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce qui fait que les cybercafés sont remplis, sont inondés du monde parce que nous sommes en déphasage. Les gens n'ont pas pu s'acclimater avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, pour le fait que le ministère a publié cette circulaire, c'est un résultat et le ministère est allé très loin. Il y a des sensibilisations qui sont faites sur terrain et le ministère a même choisi un partenaire, une maison de droit américaine pour assister l'État congolais dans l'implémentation de l'enseignement à distance. Vraiment, pour nous, nous disons, le plaidoyer qu'on a fait le 16 octobre commence à produire des résultats. Là, déjà, vous parlez du ministère de l'EPST, et c'est que là, je dirais que, est-ce que le participant cible, vous les avez atteints? Parce que là, vous parlez déjà du ministère. Oui, le ministère était fortement représenté. Il y a l'inspection générale qui était là. Nous avons également associé
la SGC, qui est un service de communication du ministère. Et il y a également les diplomates qui étaient aussi associés, les médias surtout, parce que il fallait faire attendre au ministère les éléments de critique que nous, la société civile, nous avions présentés lors de la classe télévisée. Parce que lorsqu'on parle, la classe télévisée fait partie de l'enseignement à distance, mais est-ce qu'elle est la classe télévisée, le fait qu'elle est filmée, ou il y a des éléments de médias ou de principes de médias qu'il faut respecter? Et il a fallu que le professionnel de médias soit là. Oui. Parce qu'il y a de ces éléments, par exemple, des éléments de critiques où nous, par exemple, nous avons estimé, s'il faut parler de la classe télévisée, pourquoi pas une leçon d'histoire soit donnée sous forme de bande dessinée? Ça fait partie de l'enseignement à distance. Est-ce qu'il fallait carrément filmer une classe ou lorsque l'enseignant commettait une petite erreur d'article, les enfants et tout le monde qui suivait réalisaient que l'enseignant a commis une erreur? Donc, tout ça, ça nous a permis ensemble, vraiment dans un climat de gaieté, on a échangé, on a compris qu'il était temps de réajuster certains tirs. S'il faut aller dans des types de leçons modèles, il y a eu aussi des éléments de critique pour dire non, l'enfant, on ne peut pas séparer l'enfant de son enseignant naturel. De son enseignant naturel où on a 1000 élèves avec un seul enseignant. Ce sont des éléments techniques que les experts en pédagogie ont démontré qui ne contribuent pas nécessairement à l'atteinte des objectifs pédagogiques. C'est ainsi que ces éléments de critique ont permis au ministère, en choisissant le partenaire de droit américain qui va accompagner ces plaidoyers à travers sa plateforme qui est dans l'enseignement à distance, qui est les mêmes écoles qui existent, mais ces écoles-là soient des écoles aussi virtuelles, numériques, et dans laquelle on trouve également des classes numériques. Et dans ces classes, chaque enseignant a un compte, chaque enfant a également un compte, c'est-à-dire après l'école, les cours qui ont été donnés en classe sont postés aussi dans la classe numérique, et ça permet, il y a les temps de forum où les enfants peuvent échanger avec les enseignants. Mais nous, nous avons monté au créneau pour dire au ministère, attention, si à l'école parfois, pas tous les enseignants, des enseignants véreux qui ont un clin d'œil vis-à-vis des filles qui sont belles, la classe numérique ne sera-t-elle pas l'occasion à ces enseignants-là d'aller draguer les filles à travers les classes virtuelles? Et ces partenaires éducatifs, Smart App, compagnie e-class, des droits, le partenaire du ministère, a intégré cet aspect-là des choses pour qu'il y ait le contrôle parental. Donc, dans les échanges entre les enfants et l'enseignant, les parents acceptent. Dans les échanges entre les enseignants et les élèves, le préfet aussi accepte. Vous voyez, donc ce sont des éléments, il a fallu qu'il y ait des garde-fous. Exactement, il y a des garde-fous, mais il faut, nous avons aussi démontré au ministère que la loi cadre qui aborde l'aspect de l'enseignement en ligne et d'éducation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication n'est pas assez creusée. Donc c'est ça qui a motivé notre plaidoyer hier au secrétariat permanent d'appui à la coordination du secteur de l'éducation pour qu'on convoque des travaux de révisitation de la loi, parce qu'il faut creuser davantage la loi. Il faut qu'il y ait la stratégie de l'enseignement à distance. Voilà autant de travail que nous faisons pour la communauté. Et puisqu'il y a déjà un travail qui a commencé entre le ministère, l'inspection et Smart App Company à travers la plateforme e-class, vraiment ça nous achante. Mais nous aussi, société civile, nous sommes toujours là pour voir certains aspects. Il y a d'autres aspects, notamment du coût. Vous m'avez posé cette question. Nous luttons contre la marchandisation, nous luttons contre la privatisation, nous luttons contre le monnayage, et il y a certains éléments de garantie qui justifient notre présence pour l'œil de la société civile, afin de permettre à ce que la classe télévisée, et plutôt l'enseignement à distance, ne vient pas porter les inégalités dans le système éducatif congolais. Il faut que ça soit flexible, il faut que ça soit adaptable, il faut que ça soit accessible, même au prix de béni.
Qui finance Imaye? Parce que souvent, concernant les finances, vous cachez, hein? Vous ne voulez pas trop parler. Nous cachons. Qui finance? C'est vraiment une bonne question. Nous ne nous cachons pas. Il y a la campagne, c'est vraiment une action des membres de l'Imaye. Je crois que vous participez dans nos activités. Une activité qui est financée, il y a le partenaire qui s'affiche. En ce qui concerne la campagne École des Âmes Mbongoté, Imaye s'autofinance. En ce qui concerne le plaidoyer contre la privatisation, il y a aussi ça, Open Society Initiative for Southern Africa, qui est une fondation des droits sud-africains. En ce qui concerne l'enseignement à distance, il y a un partenaire qui est une ONG initiée par des Congolais mais de droit canadien, IT Foundation, c'est-à-dire qui s'occupe de l'accès à la formation et à l'éducation. Mais le grand travail est fait par le membre que nous sommes parce que c'est un travail que nous sommes engagés. Des fonds propres. Pas facile, hein? Oui. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de... Les difficultés sont nombreuses. Déjà, contrairement peut-être, nous avons appris, je ne certifie pas peut-être aux syndicalistes qui, certains syndicats qui auraient des sources de financement de la part du ministère, certaines organisations, mais dans le secteur de l'éducation, le ministère ne nous soutient pas. Okay. Le ministère ne nous soutient pas. Nous travaillons pour la communauté. En tout cas, je crois que c'est pour ma première fois de parler de ça. Merci pour cette opportunité. Nous travaillons pour le bien de la communauté. Aujourd'hui, les parents dans les écoles publiques ne payent plus ce qu'ils payaient hier. Et parce qu'il y a des gens qui ont travaillé. Et si nous étions dans des états sérieux, des états normaux, je crois qu'on aurait reçu vraiment le soutien, notamment du ministère. Ne fût-ce que pour les sièges, nous travaillons pour la communauté, mais on ne peut pas dépenser ce qu'on pouvait acheter du riz pour nos familles, pour louer des bureaux. Ne fût-ce que pour le bureau, ne fût-ce que pour l'outil de travail. Ce sont des difficultés que nous rencontrons. Vous avez le déplacement, parce que pour faire un travail, il y a toujours des études d'opportunité que nous faisons. Il faut interroger les gens. Il faut interroger les communautés, il faut interroger le terrain pour voir si effectivement le plaidoyer pour lequel vous voulez vous lancer est nécessaire, est important et utile. Tout ça, c'est vraiment avec beaucoup de peine. Il n'y a pas de moyens de locomotion, il n'y a pas un véhicule où on a écrit Imaye, il n'y a même pas un vélo, ni moins encore une moto. Ce sont des difficultés énormes. Et quand les membres sont sur terrain, ils doivent se rafraîchir. Ils doivent quand même avoir le moyen, le papier, les stylos pour écrire. Et quand ils rencontrent des gens, même si on n'a pas l'argent pour payer aux gens, rembourser aux gens leur transport, ne fût-ce que leur acheter une boisson gazeuse, une boisson rafraîchissante, ce sont là les difficultés. Mais il y a aussi une autre difficulté de taille. Certaines personnes pensent que la société civile est là pour combattre les gens. Non. Nous sommes là pour l'avancement du système éducatif. Et quand les gens ont cette lecture, ils nous reçoivent parfois difficilement, mais ce qui est bien à la fin, ils finissent par comprendre notre démarche. Ok, là, on doit aussi parler un peu, parce que nous sommes presque à la fin de notre mission, de la gratuité de l'enseignement des bases lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Cette gratuité de l'enseignement est en souffrance. C'est depuis l'année passée, aujourd'hui c'est profondément. Qu'est-ce que vous faites comme lecture par rapport à cette situation? La gratuité est réellement en souffrance parce que le gouvernement, le chef de l'État veulent assez que la gratuité souffre. C'est eux qui veulent que la gratuité souffre. C'est-à-dire? Le chef de l'État, le Premier ministre, les ministres. C'est eux qui veulent que la gratuité souffre. Parce que, Madame Sylvie, on ne peut pas lancer une réforme et croire que cette réforme va marcher de soi. La gratuité n'est pas un robot où on programme des automates et ces automates reproduisent le fonctionnement tel qu'un schéma a été conçu. La gratuité n'est pas un robot, la gratuité n'est pas un automate. La gratuité est une réforme qui est conduite par les hommes, d'où il faut un suivi
efficace, quotidienne et opérationnelle. La gratuité a été lancée l'année passée. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Le réajustement des salaires, le paiement de NP du primaire, le NP du secondaire, et la machine s'est bloquée avec le NU. Mais pouvez-vous comprendre avec moi une réforme, une année, sans aucune réunion d'évaluation? Sans aucune réunion d'évaluation. Une nouvelle année qui se pointe, on ne convoque même pas les partenaires pour qu'on évalue. Mais c'est le gouvernement qui a commencé avec le frais. Les gens aujourd'hui voient les écoles, nous condamnons ces écoles, mais qui a commencé? C'est l'État, c'est le gouvernement. Rappelez-vous, lorsque nous sommes montés au créneau contre la renaissance du frais de bulletin et du frais de Minerval, nous étions très mal jugés. Les gens nous ont pris comme si on était en train de délire. Or non, nous avions dit en son temps, le fait pour le gouvernement de commencer comme ça, les choses vont aller dans tous les sens. Et nous voici. Et nous voici. Je crois que le chef de l'État a intérêt de suivre de près aussi la gratuité. Il se donne trop à fond. Si le chef de l'État faisait au moins ce qu'il a fait avec les sauts de mouton, vous vous rappelez, près de 2 fois il a visité les sauts de mouton, il a donné l'impulsion, et aujourd'hui nous voyons quand même que les choses évoluent quand même. Les choses évoluent, même si ces sauts de mouton ont été construits sans respect des normes. Mais ça évolue quand même. Au bois qui fait sous. Mais je suis ingénieur, je dois vous dire ce que j'ai à vous dire. Oui. Il y a beaucoup de défauts de conception dans ces sauts de mouton. Ce n'est pas le débat. Ça, c'est personnel. Oui. Vous voyez un peu. Donc, pour nous, comme société civile, le suivi, il est vrai qu'il n'est pas l'exécutif. Il est vrai. Il ne peut pas se remplacer ou se substituer au gouvernement. Ça, c'est un principe fondamental. Mais si au moins, puisqu'il a porté ces combats de la société civile, il a adhéré à cette demande des communautés, il devrait donner suffisamment aussi du temps à suivre la gratuité. Vous avez vu les consultations, non? Bien que politique. Mais la gratuité qui concerne tous les ménages, quand le chef de l'État a listé les problèmes qui le met en difficulté avec ses partenaires d'IFCC, a-t-il cité la gratuité? Et vous pensez que c'est dans ces conditions que la gratuité va marcher? Le Premier ministre, qui devrait prendre des mesures, notamment parce que la question des EDAP et les écoles des affaires sociales ne dépendent plus du ministre de l'EPST, mais des autres ministres. Donc l'impulsion devrait venir du Premier ministre. A-t-il déjà convoqué une réunion pour ça? Non. Le ministre de l'EPST a-t-il déjà convoqué des travaux pour le financement innovant? Non. Donc, c'est eux qui, par leur inaction, poussent la gratuité à l'enterrement. Mais la gratuité est un chemin de non-retour, même si eux aussi le disent, mais juste pour satisfaire les gens, mais par des actes, nous sommes convaincus que leur cœur est ailleurs. Ok, mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous M. Serge Bondeli, secrétaire général de Young Men Action for Education. M. Serge, une question que je ne vous ai pas posée, vous avez le temps, juste 1 minute pour clore cette émission. Nous demandons aux parents de ne pas entretenir la confusion en pensant que si la gratuité va mal, c'est à cause de la gratuité. Non. Le Congo a ce problème. Le Congo est ce qu'il est depuis belle lurette. La gratuité est une réforme. Et une réforme n'est pas une rébellion. Pendant son implémentation, il y a le problème systémique, il y a le problème structurel, il y a le problème de gouvernance qui donne l'impression aux parents comme si c'était la gratuité qui a amené ces problèmes. Au Congo, après combien des années, on ne construit plus les écoles, alors que les enfants continuent à naître. Donc c'est un problème de gouvernance. Le problème des salaires des enseignants, ce n'est pas la gratuité qui paye les enseignants. C'est le gouvernement à travers sa politique salariale qui doit payer les enseignants comme agents de l'État. Donc ce n'est pas la gratuité. Vous avez des problèmes de qualité de l'enseignement, la distribution des ouvrages et consorts. Ça c'est une responsabilité du gouvernement. Donc
Nous devons soutenir la gratuité parce que ça répond à un problème majeur, c'est de colmater la brèche sur les catastrophes éducationnelles concernant plusieurs enfants qui étaient en dehors du circuit scolaire. 4 millions sont dans les circuits. Nous devons soutenir cette réforme. Merci, nous devons soutenir cette réforme, nous devons soutenir la gratuité de l'enseignement. C'est ça le mot de la fin de M. Serge Bondeli. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, bye, à la prochaine.